Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On commence avec une petite demi-heure de retard, donc on va essayer de ne pas en prendre beaucoup plus. Et du coup, donc, on a un premier intervenant qui est en distanciel, en visio, et qui est Monsieur Ali Soumaïli, secrétaire général du Croissant Rouge comorien. Bonjour. Bonjour. Je suis là Eh bien, et je bienvenue. vais faire ma présentation. Je ne suis pas avec vous, là je suis aux Comores. Je vais intervenir de loin. Ça y est, on vous voit. On vous entend et on vous voit, c'est parfait. Donc je vais mettre ma présentation. Est-ce que vous pourriez vous approcher un peu de votre micro parce qu'on vous entend mais de très loin? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on est prêt. OK. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour vous présenter le plan de riposte épidémie de choléra aux Comores. Je suis moi-même Daniel Ali Soumaïli. Je suis le secrétaire général du Croissant Rouge comorien. Dans le cadre du choléra, euh, j'ai quelques expériences parce que j'ai travaillé en tant que, en tant que personnel soignant. C'est-à-dire, moi, je suis infirmier d'État diplômé anesthésie et réanimation. Donc, j'ai travaillé lorsqu'on a eu l'épidémie de Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous choléra de pourriez vous 19... rapprocher de votre micro? On vous entend vraiment très peu et de notre côté, on ne peut pas augmenter plus le volume. 1998, j'ai travaillé comme... Hein? Donc là, je disais que... OK. Donc, je disais que j'ai quelques expériences concernant la gestion des épidémies de choléra. J'ai travaillé à l'hôpital en tant que soignant dans la prise en charge en 2000, lorsqu'on a eu le choléra de 1998 aux Comores. Et puis, j'ai été responsable du centre de traitement de choléra ici à Moroni en 2001, 2002 et en 2007. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais commencer d'abord ma présentation par une brève historique des épidémies de choléra aux Comores. Donc, 1975, on a eu le choléra avec 2680 cas, 239 décès. Donc, on avait comme taux de létalité 8,92%. En 1998, c'est 8480 cas et 110 décès, c'est 1,30 pour cent comme taux de létalité. En 2000, on a eu l'épidémie de 2000-2001, on a eu 3523 cas avec 95 décès, donc le taux de létalité était de 2,70%. En 2002, c'est 1623 avec 46 décès, 2,83% de létalité. Et en 2007, on a eu 1559 cas, 29 décès avec un taux de létalité de 1,86%. Et puis, je vais vous présenter maintenant la situation de l'épidémie actuelle de 2024. Donc, on a la déclaration des premiers cas en Gazidja le 2 février 2024. Donc, et la notification du dernier cas, c'est le 27 juillet 2024. Donc, à partir du 27 juillet, on n'a pas déclaré de cas. Donc, on a comme cumul des cas, au total, au niveau des trois îles, on a recensé 10 342 cas. Le taux d'attaque, c'était 116 cas pour 10 000 personnes. Taux de guérison, c'est 98,6%.
Le cumul des décès, c'est 149 et le taux de létalité, c'est 1,4%. La situation épidémiologique par île maintenant, donc on a au niveau de Ngazidja, on a eu 635 cas avec un cumul guéri de 620 cas. Donc le taux de guérison, c'est 97,6%. Les décès hospitaliers, on a 3 décès hospitaliers et on a eu 12 décès communautaires. À Nzouani, on a 9126 cas cumul. Donc, c'est 9000 cas guéris avec un taux de guérison de 98,6%. Donc, on a eu les décès hospitaliers, on a eu 58 et les décès communautaires, on a eu 68. Au niveau de l'île de Moélie, c'est 581 cas qui sont recensés avec 573 cas guéris. Donc, c'est 98,6% avec 98% de cas, 98,6 cas, 6% de guérison. Donc, les décès hospitaliers, c'est 3. Les décès communautaires, c'est 5. Donc, au total, on a eu en tout, les cas cumulent 10 342 avec 10 183 cas guéris, 98,6% de taux de létalité. Les décès hospitaliers, c'est 64 et puis les décès communautaires, c'est 85. Donc ça, c'est une cartographie de l'épidémie, les régions les plus touchées et les moins touchées au niveau des 3 îles. Maintenant, pour la riposte, on a eu ces 8 piliers de riposte. Donc, il y a eu la prise en charge, il y a eu la protection et contrôle de l'infection, la communication sur les risques et engagements communautaires et feedback communautaire. On a eu la surveillance à base communautaire, le WASH, la logistique, le laboratoire et puis la vaccination. Maintenant, je vais vous montrer, il y en a un. Au niveau de ces piliers, qu'est-ce qu'on a fait comme activité? Au niveau de la prise en charge, nous avons premièrement l'ouverture et l'équipement de 4 centres de traitement de choléra, un en Ngazidja, un à Moélie et 2 en Nzouani depuis le début de l'épidémie. D'abord, juste une remarque, à Ngazidja, on a commencé l'épidémie. L'épidémie a débuté à Ngazidja le 2 février. Donc, et c'est à partir du début mars que les autres îles sont affectées. Donc, le mois de février, c'était seulement au niveau de Ngazidja. Et puis, au niveau des CTC, on a eu le déploiement des médecins et des infirmiers pour la prise en charge. Donc, on a révisé et diffusé le protocole de prise en charge dans les différents CTC au niveau des 3 îles. Donc, il y a eu la formation du personnel médical et paramédical. Et puis aussi, pour appuyer les centres en PCI, on a déployé aussi des agents, plus particulièrement des volontaires du Croissant-Rouge au niveau des 3 îles. Deuxièmement, pour la prise en charge des décès, donc, tous les enterrements dignes et sécurisés étaient assurés par les volontaires du Croissant-Rouge comorien. Et puis, on a troisièmement, dans la prise en charge, on a eu, mais c'était à partir du mois de mai, l'ouverture des points de réhydratation orale en Nzouani. Donc, on a eu 6 points de réhydratation orale pour appuyer la prise en charge, surtout dans les districts sanitaires les plus affectés. C'est là où on a installé ces 6 perros. Mais il y avait aussi un perro mobile qui
qui se déplaçaient là où il y a de nouveaux cas. Donc, CPRO, normalement, c'était géré par les gens de la fédération qui étaient déployés, de la fédération du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Et ce sont les volontaires du Croissant-Rouge comorien qui y ont travaillé. Et puis, c'est juste de retenir aussi que tout le chlore qui a été utilisé, le chlore liquide qui a été utilisé dans la prise en charge et d'une façon générale dans le choléra, la production était faite par le Croissant-Rouge comorien. Donc, deuxième pilier, la PCI. Donc, on a la PCI hospitalière. Donc, on a déployé des volontaires au niveau des hôpitaux, des centres de traitement et des hygiénistes. Donc, on a formé ces volontaires et ces hygiénistes sur la PCI. Et puis, il y a l'installation des dispositifs de lavage des mains qui sont produits par l'UNICEF et qui sont installés aussi dans les centres de traitement. Il y a la PCI communautaire. Au niveau de la PCI communautaire, donc on a eu aussi l'installation des dispositifs de lavage des mains dans les écoles et les places publiques. Et puis, il y a la désinfection des écoles et des places publiques. Troisièmement, pour la première fois, on a mis en place cette approche CATI à partir du mois de mars. Donc, c'est avec l'UNICEF. C'est avec l'UNICEF qu'on a pu mettre en place cette approche. Donc, cela veut dire que c'est un paquet d'activités normalement qui est fait à partir des cas. Donc, lorsqu'il y a un foyer affecté, donc les équipes CATI se déplaçaient et puis ils faisaient le paquet d'activités que je vais citer autour de ce foyer qui est affecté. C'est-à-dire qu'on désinfectait 20 à 25 maisons à partir du foyer affecté. Et on discutait il y avait des équipes d'investigation, des équipes pour sensibiliser, des personnes pour sensibiliser. Et puis, on dotait ces familles en kit d'hygiène, qu'on appelle kit Stop Choléra. Et puis, c'est-à-dire, c'était composé avec du savon, des seaux aussi, des seaux, c'est ça. On donnait aussi de la doxycycline et on donnait aussi des comprimés aquatables. Donc, le CATI, à chaque fois qu'on a un cas qui est arrivé au niveau des CTC, les équipes CATI partaient sur le terrain et travaillaient autour entre 20 à 25 maisons qui étaient prises autour du cas. Le pilier CREC et feedback communautaire. Donc, on a formé 83 volontaires à Nzouani. On a formé ici, j'ai oublié d'écrire ça m'a échappé, c'est 60 volontaires à Moéli sur la CREC et le feedback communautaire. Donc, premièrement, les moyens et les canaux de communication utilisés par la communication sur les risques et engagements communautaires. Donc, on a produit des affiches, des dépliants, boîtes à images, cinéma mobile. On a fait des réunions communautaires, des discussions de groupe. Et puis, aussi, on a fortement impliqué les leaders communautaires, les chefs religieux, les associations communautaires et les médias dans la sensibilisation de la population. Et deuxièmement, on avait le feedback communautaire, c'est-à-dire ces volontaires normalement récolter tous les feedbacks au niveau communautaire et les renvoyer directement à notre niveau dans une plateforme de feedback. Et puis, les feedbacks étaient analysés et puis on faisait les retours sur terrain pour régler les problèmes constatés.
Pour la surveillance à base communautaire, donc c'est 200 volontaires du Croissant-Rouge comorien et 10 superviseurs en juin, en Zouani, et puis 63 volontaires et agents de santé communautaire et 3 superviseurs qui sont formés à Mouéli. Donc, ces volontaires et agents de santé communautaire faisaient la surveillance au niveau communautaire et puis ils remontaient les données directement dans un logiciel appelé NIS. Donc, on a eu environ 2847 cas de choléra admis dans les CTC, UTC à Nzouani par le biais justement de la SBC. C'est-à-dire que l'analyse et les données nous ont montré que 31,19 cas de choléra traités dans les centres de santé UTC et points de réhydratation orale étaient orientés par la surveillance à base communautaire. Donc, à Mouéli, on a eu aussi 47 alertes de diarrhée par le biais de la surveillance à base communautaire, dont 26 cas sont confirmés. Allô? Concernant le WASH, la première solution était d'utiliser les aquatables, puisque les gens puisaient l'eau directement au niveau des rivières. Donc, d'abord, les équipes CATI, lorsqu'ils entraient dans les communautés pour mettre en place cette approche CATI, ils donnaient aussi des aquatables, mais aussi on avait placé au niveau des rivières, au niveau des points où les gens venaient puiser l'eau, on avait posté des agents de santé communautaire pour chlorer directement l'eau avec des aquatables au niveau directement des seaux. Et puis la deuxième solution, c'est arrivé un peu en retard, c'est-à-dire c'est la mise en place des unités de traitement d'eau que le mouvement Croix-Rouge a pu déplacer et installer dans 2 villages. Et ces unités de traitement ont beaucoup amélioré les conditions de l'eau au niveau de ces villages, des villages qui ont été fortement impactés par l'épidémie de choléra. Au niveau de la logistique, c'était juste pour parler un peu de ce qu'a donné l'OMS, ce qu'a donné l'UNICEF, ce qu'ils ont apporté comme matériel pour appuyer la riposte. Le mouvement Croix-Rouge, qu'est-ce qu'il a apporté? Donc, avec l'OMS, on a eu beaucoup de choses, hein, des lipico, des lampes solaires, du chlore, des tests, de prélèvements, etc., etc. C'est beaucoup. L'UNICEF aussi a donné les DLM, les kits stop choléra, le chlore, des aquatables, des tablettes, du matériel de communication comme des mégaphones, des vidéoprojecteurs. C'est vraiment beaucoup de choses. Je ne peux pas tous citer. Le mouvement Croix-Rouge a produit le chlore, a donné le matériel d'hygiène, des lipico, etc., etc. Donc, il y a les installations des 2 ITI, c'était assuré par le mouvement Croix-Rouge. Et les 7 PRO aussi les 7 PRO étaient installés aussi par le mouvement Croix-Rouge et le CTC de Domonien était équipé par le mouvement Croix-Rouge. Donc, il y avait aussi MSF qui a géré, qui a équipé et géré les centres de traitement et a donné aussi 2 ITE.
Et puis, il y a les laboratoires. Donc, dès le début, l'OMS a formé les techniciens de laboratoire et les laboratoires ont assuré les tests de confirmation biologique. Donc maintenant, les partenaires du ministère de la Santé, donc on a l'OMS, l'UNICEF, le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, composé du Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge norvégienne, la Croix-Rouge italienne, la PIROA, la fédération. Donc on avait aussi Afrique CDC, on a MSF, on a la COI. Et pour terminer sur la couverture vaccinale, donc on a eu la vaccination. À Ngazidja, il y a 70 933 personnes qui ont vacciné, donc c'est 40%. Nzouani, c'est 276 572 qui ont vacciné, c'est 79%. À Mouéli, c'est 42 141 qui ont vacciné, donc c'est 73%. Donc, au total, on a 85 489 personnes, 489 646 personnes sur 837 895 personnes qui ont vacciné. Donc, et la couverture vaccinale monte à 58%. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, M. Ali Soumaïla, de cette brillante exposition. Effectivement, avant de donner la parole, pour vous appuyer, c'est que on a suivi régulièrement la dynamique de l'épidémie de choléra aux Comores par rapport à nous, notre situation ici à Mayotte. Et c'est quand il y a eu l'introduction du premier cas en Zouani, c'est-à-dire en juin, que nous sommes beaucoup inquiétés. Et le nombreux cas qui sont produits, c'est effectivement en juin. Et surtout, c'est la dynamique des intervenants. Vous avez eu la chance, malheureusement, nous, en France, on n'a pas... Parce qu'il faut que les gens soient inscrits à l'ordre des médecins pour qu'il y ait des interventions de la part des grandes équipes qui ont l'habitude de gérer des grandes épidémies, surtout qu'en dernière intervention, c'était MSF, en quittant la Zambie, dernier coup, qui sont venus vous donner un coup de main. Mais on a suivi la dynamique de l'OMS au tout début, où on nous avait signalé, même au niveau bactérien, qu'il y avait 2 souches sur les 6 où il y avait un risque de résistance à la doxy, où on était très anxieux, mais finalement, il est resté sensible comme la doxycycline. Et puis surtout la dynamique des intervenants, la Croix-Rouge, et puis l'UNICEF, qui a fait un grand travail, et puis MSF, qui est venu vous aider dernièrement, surtout en juin. Par contre, j'avais une question avant de passer, c'était par rapport aux inondations qui ont eu lieu en juin, juillet. Est-ce que vous avez eu une saturation au niveau de vos hôpitaux? Parce que je vois bien que au niveau décès, même les gens qui sont hospitalisés, il y avait quand même pas mal de décès par rapport en milieu communautaire. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu du personnel soignant contaminé? Et s'il y a eu également des décès au niveau du personnel soignant? Ok, merci. Heureusement pour la première fois. Donc, on a moins de personnel soignant contaminé, tout simplement parce que ce sont les premiers cas qui sont arrivés au niveau de l'hôpital El Marouf, où il y a eu une aide-soignante qui a été contaminée. Sinon, le personnel soignant a été épargné. Pour les décès communautaires, c'est en réalité des dénis, parce que le problème surtout qu'on a eu à gérer au niveau de la CREC, c'est le déni de la population qui ne croyait pas à la maladie et qui a fait qu'il y a eu trop de décès communautaires. Mais dès qu'on a placé les PRO, on a installé les PRO dans les districts sanitaires, ça a commencé à diminuer. Et aussi, les inondations n'ont pas eu d'impact parce que les inondations,
les inondations au mois de mai, c'est-à-dire c'est à la fin avril, mois de mai, c'est ça? Déjà, il y avait la courbe descendante. Donc, cela veut dire que, parce que lorsqu'on est arrivé, même avant la vaccination, il y a cette courbe qui était descendante. Je pense que c'est tous les efforts réunis de tous les partenaires, parce qu'en juin, tout le monde était là-bas, hein. Le mouvement de la Croix-Rouge, l'UNICEF, l'OMS, le gouvernement, tout le monde était en juin pour ça. Donc, je pense que les efforts de tout un chacun, je pense aussi que cette approche CATI a joué un grand rôle. De toute façon, en juin, à Ngazidja et à Mali, on est sûr, on est certain que l'approche CATI a joué un rôle, un très grand rôle. Maintenant, en jouant avec le déni, avec le problème des rivières, des gens qui boivent directement l'eau des rivières, l'eau qui n'est pas potabilisée, je pense que ça a joué un grand rôle au niveau de la contamination en juin. Heureusement, comme je vous l'ai dit, les efforts de tout un chacun ont joué avant même l'arrivée de la vaccination. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Daniel, c'est Philippe Duranel. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, je pense que tu te rappelles. Il y a 25 ans, tu étais mon élève infirmier et je vois que tu as bien grandi. Et quand on fait de la coopération et qu'on forme des gens, on n'est pas à l'abri de les voir devenir des leaders. Je ne sais pas si toi tu es fier, mais moi je le suis un petit peu. Alors la question que je voulais te poser, c'est, j'ai l'impression là, sur ta présentation, on a vécu ensemble 2 épidémies de choléra, 2002 ou 2003, je ne me rappelle plus. Et j'ai l'impression qu'on avait beaucoup moins d'aide. On avait réussi à faire venir le professeur Gahuzer, qui nous avait aidé un petit peu, mais il n'y avait pas toute cette mobilisation OMS, MSF, les Croix-Rouges françaises, norvégiennes, etc. C'est que vous êtes mieux organisé maintenant, ou bien c'est parce que l'épidémie était peut-être plus importante? Ok, merci professeur. Docteur Duranel, je rappelle que c'est d'abord mon professeur en anesthésie-réanimation et qui m'a appuyé lorsque j'ai été nommé principal gestionnaire du centre de traitement de choléra à Moroni en 2001. Donc, c'est lui qui venait de temps en temps, même la nuit, m'appuyer sur les problèmes rencontrés. Donc, je le remercie beaucoup et je suis content aussi parce que lorsqu'on a grandi, cela veut dire qu'on a été bien élevé, hein. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous garde dans mon cœur, hein. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis devenu aux Comores parmi les experts en matière de choléra qui sont ici, et c'est ça aussi, c'est grâce à vous. C'est vrai, en 2001, 2002, lorsqu'on a géré ce choléra à El Marouf, vous étiez l'expert qui venait de temps en temps. Il n'y a personne. Et la Piroie, Croix-Rouge française, qui venait pour nous appuyer en logistique. Mais on était seuls pour gérer ça. Aussi, en 2007, on a géré ça avec la Croix-Rouge française. Donc, c'est pour vous dire que cette année, je ne sais pas, cette année, tout le monde est venu, tout le monde a donné, mais je le disais que nous, on a géré, on a été seuls, on n'a pas eu cette possibilité de tout ce qu'on a eu comme appui logistique. Donc, ce n'est pas que c'était différent. Je ne sais pas, c'était peut-être que maintenant, il y a trop... Parce que, par exemple, cette approche CATI au niveau communautaire, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Donc, ce sont des nouveautés pour nous. Donc, docteur, ce qui a changé, c'est l'appui communautaire.
Mais l'appui hospitalier, il n'y a pas eu de problème. On a utilisé les mêmes protocoles, parce que ce sont le protocole du docteur Gauser qu'on a revu juste cette année. Et dès le premier cas, c'est le protocole qu'on a utilisé jusqu'à ce qu'on puisse le réviser. Donc, c'est au niveau communautaire, parce qu'au niveau communautaire, on a eu la SBC. Je vous dis que vraiment, ça a joué un rôle, la SBC. Donc, c'est la Croix-Rouge norvégienne qui nous a apporté cette expertise. On a eu les PRO, la Croix-Rouge italienne qui nous a apporté cette expertise. Donc, les PRO aussi, au niveau communautaire, ont joué un grand rôle. Et l'approche CATI avec l'UNICEF, ça a vraiment joué un grand rôle. Donc, au niveau communautaire, il y avait plus, il y avait plus d'impact par rapport à ce qui est rapporté comme nouveauté. Sinon, au niveau de la prise en charge, avec ces décès, certainement, il y avait quelques insuffisances au début qu'on a pu corriger après. Parce que vous savez, à chaque fois, il y a les nouveaux médecins tout de suite, et puis qui apprennent, et puis on évite les problèmes après. Mais on a pu maîtriser la situation après. Merci beaucoup, docteur. J'ai un intervenant, donc nous, c'était Posso Piarou qui nous était notre expert choléra, et on a Samuel Beaulieu, docteur Samuel Beaulieu, expert choléra aux Comores, qui va vous poser des questions. Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'était pas forcément pour poser des questions, c'était pour aussi apporter des compléments. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Samuel Beaulieu et oui, je fais du choléra depuis 2010 en Haïti jusque maintenant et fais partie des équipes à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les CATI, donc avec des succès mais aussi des limites. Et justement, il me semble important que l'on souligne à travers ce colloque les limites qu'on a tous rencontrées. Et là, je parle bien de l'archipel dans sa totalité, que ce soit Mayotte ou les 3 îles des Comores. Il me semble qu'en début d'épidémie, que ce soit donc sur n'importe lesquelles des 4 îles, on a tous eu un problème logistique et de non-préparation. Pour moi, cette épidémie, c'est avant tout, d'ailleurs le pic, il est très parlant, hein, au-delà des décès communautaires qui ont joué un rôle de catalyseur évidemment important. Pour ma part, c'est la première fois que je me suis retrouvé en rupture de matériel. Donc faire de la réponse choléra sans matériel, y compris au niveau médical, hein, on a eu des ruptures rangères. Donc ça, je pense que ce n'est pas arrivé à Mayotte, mais je sais qu'au début, il y a eu des problèmes de matériel pour la réponse communautaire, par exemple. Je pense que ça fait partie des leçons apprises des épidémies dans ce secteur géographique qu'il faudrait qu'on tienne compte pour le futur. On a encore le Mozambique, la Tanzanie, les pays voisins qui ont du choléra. Donc il n'est pas du tout exclu, bien sûr, que l'on ait une prochaine épidémie, une réintroduction du choléra dans l'archipel. Je pense qu'il faut se servir de ce qu'on a appris cette fois, le documenter suffisamment pour arriver à combler en fait cette limite importante. Donc avant tout, cette épidémie, c'est une épidémie de manquement, d'insuffisance, tant au niveau matériel que de préparation. Donc, quand je suis arrivé au début mars aux Comores, je crois que la totalité de ce qui était prévu en termes de fonds, hein, de financement, on ne dépassait pas 1,5 million de dollars au global. Donc c'est très très faible pour gérer une épidémie et ça montre bien un état de préparation également insuffisant. Donc voilà, c'est ça que je voulais apporter parce que il me semble vraiment important que l'on tienne compte de ça pour le futur. C'est peut-être valable avec l'épidémie de Mpox qui s'annonce. Hein. Il va nous falloir du matériel. Déjà, il y a des grosses discussions sur les vaccins disponibles, même si la production augmente. Donc voilà, de tout ce qu'on parle sur le choléra, là, pour les territoires insulaires, pour les territoires un peu, je dirais entre guillemets, oubliés, je pense qu'il faut vraiment en parler. Dans la réponse aussi, je tiens à souligner qu'il y a eu une très franche collaboration et transparence entre Mayotte et Comores sur la gestion de l'épidémie de choléra. Ça, c'est, je ne sais pas si d'habitude c'est le cas, mais en tout cas, pour cette fois, ça a été un net avantage de pouvoir discuter ensemble des stratégies, des modalités de réponse, mais aussi de l'état des lieux des épidémies, notamment lors de l'introduction de Mayotte. Hein, je crois que ça a été
très nécessaire pour tout le monde de pouvoir en parler et de pouvoir donc après régler les stratégies. En gros, je pense qu'il faudrait un système de veille un peu plus large que Mayotte de son côté et les Comores de l'autre côté. Il nous faut un système de veille plus global dans l'océan Indien qui regrouperait pourquoi pas Madagascar. Le choléra n'a pas de limite administrative, contrairement à nos pays, à tous nos pays. Et je pense qu'il faut s'en affranchir rapidement maintenant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps de présentation. Merci beaucoup, Monsieur Ali Soumaili, pour votre présentation. On vous souhaite une bonne journée et nous, on va poursuivre du coup avec la seconde intervention qui va être présentée par Honoré Ouemenou, qui est directeur du pôle prévention à la Croix-Rouge française à Mayotte et qui va nous parler de la réponse et de l'appui communautaire au choléra à Mayotte. Merci beaucoup, merci à vous, merci Dr. Diranel.